Justice, responsabilité, urgence, ce sont les propres termes du Premier ministre présentant sa réforme de la sécurité sociale. D'abord basée sur une plus grande maîtrise des dépenses de santé, mais aussi une cotisation spéciale de remboursement de la dette et l'augmentation de certaines cotisations. Invité du journal, le ministre des Affaires sociales, M. Jacques Barrot, Mme Simone Veil et M. Marc Blondet. Élection présidentielle en Algérie, c'est demain soir. Ce soir, dans la deuxième partie de ce journal, édition spéciale, les enjeux de cette première véritable élection d'un chef d'État en Algérie depuis l'indépendance en 1962. Madame, Monsieur, bonsoir. Le plan de réforme et de réduction du déficit de la sécurité sociale présenté cet après-midi par le Premier ministre peut se diviser en deux grands chapitres. D'abord, la réduction du déficit par une cotisation spéciale de 0,5% sur tous les revenus, et d'autre part, une nouvelle méthode de fonctionnement plus rationnelle et mieux surveillée de la sécurité sociale dans son ensemble, des médecins et des malades aussi en particulier, avec en premier lieu la généralisation du carnet médical qui devrait permettre de maîtriser les dépenses de santé et sanctionner le cas échéant malades et médecins, ce qui va changer dans votre vie quotidienne. Elisabeth Esley. Bientôt indispensable dans la panoplie de l'assuré, une nouvelle carte avec photo pour lutter contre la fraude. Et un carnet médical à présenter au médecin à chaque consultation. Sinon, pas de remboursement, ni pour les soins, ni pour les médicaments. Le carnet devra aussi inciter le malade à consulter d'abord son généraliste avant de s'adresser à un spécialiste. Côté pharmacie, davantage de médicaments génériques, de même composition que les autres, mais vendus moins cher. Et moins de gaspillage, puisque les pharmaciens pourront distribuer exactement la quantité de gélules ou d'ampoules nécessaires à un traitement. Quant aux médecins, ils devront limiter leur prescription à ce qui sera prévu chaque année par le Parlement. Sinon, ils ne pourront pas augmenter le tarif de leur consultation. Enfin, pour développer la prévention, les médecins de ville seront incités à s'orienter vers la médecine du travail ou scolaire, qui manque d'effectifs. Maîtrise des dépenses de santé, cela veut aussi dire pour le Premier ministre surveillance des caisses de la sécurité sociale par l'Assemblée d'abord qui fixera les grandes orientations financières, régionalisation du contrôle du fonctionnement des hôpitaux, cliniques, réaction des intéressés. Jean-Paul Chapelle. Une journée comme les autres pour le docteur Henry. En découvrant cet après-midi les mesures concernant sa profession, ce généraliste parisien n'a rien trouvé de révolutionnaire. Il reste encore sceptique sur l'efficacité du carnet médical. La seule recommandation qui est faite aux patients est de le montrer à chaque médecin qu'il consultera. Donc rien ne l'empêche de voir plusieurs médecins dans la même journée. Et le médecin, rien ne l'empêche de faire la consultation? Mais bien sûr que non. Le médecin fait sa consultation, signe le carnet médical pour que son patient soit remboursé. Même la menace de sanctions sur les médecins qui dépasseront les objectifs fixés ne fait pas peur au docteur Dre. Comme la moitié des médecins parisiens, ses honoraires restent libres. Si on n'a pas une sanction pécuniaire autre, direct, soit sous forme d'un remboursement d'une certaine somme d'argent en fonction du dépassement que l'on aura. Si on n'a pas ça, en effet, elle ne me concerne pas tout à fait directement. Si les médecins de base gardent leur flegme, certains de leurs leaders syndicaux, eux, montent au créneau pour défendre la corporation. Aujourd'hui, on ne s'occupe plus des besoins médicaux de la population, on s'occupe des nécessités budgétaires. Je crois que nous, professionnels de santé, nous sommes garants de la qualité des soins et nous dirons cela aux assurés sociaux, nous dirons cela à toute la population française. Est-ce qu'elle accepte d'être rationnée sur le plan de la santé? Une voix critique un peu isolée. Dans leur ensemble, les médecins trouvent assez doux le remède annoncé ce soir pour soigner la Sécu. Maîtrise des dépenses de santé, mais aussi rentrée financière. Création d'une cotisation spéciale sur tous les revenus pour rembourser à terme la dette actuelle de la sécurité sociale sur une dizaine d'années. Ève Mettet, Yannick Le Tranchant. RDS, le sigle ne figure pas encore dans le dictionnaire. Il pourrait pourtant bientôt rejoindre sa grande sœur, la CSG, la contribution sociale généralisée. RDS, cela veut dire remboursement de la dette sociale, c'est le nouveau prélèvement pour la Sécu. Il est institué à partir du 1er janvier 1996 et normalement pour 13 ans. Un taux unique, 0,5%, il frappera plus largement que l'actuel CSG tous les revenus, sauf le minimum vieillesse, le RMI, les allocations handicapées et les revenus du livret A. Exemple, 50 francs par mois pour un revenu de 10 000 francs, 31 francs pour un SMIC.
Les retraités, qui paient aujourd'hui l'impôt sur le revenu, et les chômeurs indemnisés au-dessus du SMIC verront aussi leur cotisation maladie augmenter. 1,2 point de hausse en 1996, 1,2 encore en 1997. Les allocations familiales ne seront pas revalorisées en 1996. Elles échappent actuellement à l'impôt sur le revenu, ce ne sera plus le cas à partir de 1997. Quant à l'entrée en vigueur de la prestation autonomie, prévue pour le 1er janvier 1996, elle est reportée au 1er janvier de l'année suivante. Et à côté de ces mesures, Alain Juppé a aussi annoncé une réforme institutionnelle. Ainsi, c'est l'Assemblée nationale qui fixera l'évolution des dépenses de santé. La gestion des caisses sera régionalisée, les 19 régimes spécifiques d'assurance maladie seront fondus en un seul. Pour l'avenir, l'assiette de la CSG va être élargie à d'autres revenus que ceux des salariés. Les allocations familiales vont être soumises à l'impôt et les cotisations maladie des retraités imposables et des chômeurs indemnisés au-dessus du SMIC seront donc relevées de 1,2 point dès 1996. Exemple concret, nous avons rendu visite à un couple de retraités qui est concerné par les décisions annoncées cet après-midi. Sébastien Vibert, Pascal Pueyo. Là, tu mets d'un tiro. Pierre et Louisette ont un peu de mal à s'y retrouver. Entre la retraite de la Sécu, la retraite complémentaire, la CSG et les cotisations maladie, pas évident de calculer ce qui leur reste à la fin du mois. Au total, ils touchent à eux deux, net, par mois, 14 700 francs. Une retraite que Pierre, ancien ajusteur métallo, et Louisette, jadis ouvrière en électronique, estiment confortable, mais méritée. Pour ma complémentaire, nous considérons en tant que retraités d'avoir payé toute notre vie professionnelle une cotisation maladie. À partir de là, on pense qu'on a vraiment rempli notre mission d'assuré social et de salarié social. Voilà. Deux mesures du gouvernement vont affecter directement leur retraite. L'augmentation du taux de cotisation maladie et l'application de l'impôt baptisé RDS. Concrètement, ce sont donc environ 260 francs supplémentaires qui leur seront retirés tous les mois de leur retraite. Pierre et Louisette savent qu'ils devront faire l'effort, mais s'inquiètent quand même de voir leur pouvoir d'achat s'amoindrir. On pourrait profiter davantage. Alors c'est vrai que bien souvent, on pense à nos petits, on les aide, mais je trouve que tout ce qu'on va nous donner en moins, tout ce qu'on va nous retirer, eh bien, on n'en fera pas bénéficier les autres. Ni pour nous, ni pour nos petits-enfants. Pierre et Louisette s'apprêtent à payer davantage en pensant à Rémi, leur petit-fils, à son avenir et à celui de la sécurité sociale. Il faut aussi dire que l'idée à terme du gouvernement est de réduire le nombre des caisses d'assurance maladie. Ajoutons à cela la mise en place d'une commission chargée d'examiner pour les fonctionnaires l'allongement de la cotisation vieillesse de 37 ans et demi à 40 ans, comme c'est déjà le cas pour le secteur privé. Également annoncé le report de la mise en œuvre de la prestation autonomie pour les personnes âgées dépendantes au 1er juillet 1997. Revenons sur l'un des mots-clés du discours du Premier ministre, la responsabilisation de tous les acteurs de la sécurité sociale en France. Il faudra que dans les régions, les dépenses des hôpitaux soient mieux maîtrisées et mieux réparties. Exemple, à Castres et Mazamet. Isabelle de Lyon, Gilbert Uzan. Castres, un hôpital important, près de 15 000 admissions par an, un des pôles de Midi-Pyrénées. Mazamet, une structure beaucoup plus petite, mais indispensable pour les habitants des vallées alentours. 16 km entre les deux villes, jouer la complémentarité des hôpitaux, une évidence aujourd'hui. L'idée est venue des médecins. Ça permet de partager nos expériences, notre potentialité au niveau des différentes spécialités. Et on ne peut pas savoir tout et tout faire en même temps, donc c'est important d'avoir une équipe multidisciplinaire dans tous les domaines. Depuis 1992, plusieurs conventions ont été signées entre les deux établissements. Le scanner, la réanimation lourde sont à Castres, mais les blocs opératoires circulent à la demande et certains spécialistes passent d'un hôpital à l'autre. Plus de frais de transport de malades, la complémentarité n'implique pas forcément des économies, mais permet à chaque hôpital de garder ses secteurs de pointe, de mieux affecter l'argent dont il dispose et d'offrir un meilleur service aux patients. Le fait qu'un grand hôpital fournisse ses moyens potentiels à un hôpital voisin permet, par ce confortement de moyens et de techniques et de matériel, d'éviter certaines remises en cause. L'idéal serait de réunir les deux établissements en un seul, à mi-chemin. Mais l'investissement est trop lourd. Chacun des hôpitaux, aussi bien celui de Castres que de Mazamet, ont des points forts. Il faut donc conforter ces points forts et donner à chaque hôpital, si vous voulez, les moyens de développer ses activités et ses points forts. S'il n'y a pas ça,
la complémentarité, ça devient de l'annexion. Et pour l'annexion, ça, je suis contre. Castres et Mazamet se rendent compte aujourd'hui qu'il est difficile d'aller plus loin sans rompre l'équilibre. Le Premier ministre a bien précisé d'ailleurs cet après-midi que les performances des services des hôpitaux, qu'ils soient grands ou petits, seraient évaluées et que les moins performants pourront être supprimés. En conclusion de son discours, toujours cet après-midi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, M. Juppé, a tenu à situer l'ampleur de sa réforme. Il ne s'agit pas, a-t-il dit, en posant la question de confiance, de la simple survie d'un gouvernement. M. Juppé. L'addition des corporatismes et des égoïsmes qui existent et qui se manifesteront, je le sais, ne saurait arrêter notre élan. Si le sens des responsabilités, la primauté de l'intérêt général, la volonté de partage et de solidarité l'emportent, nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. Il faut le faire, j'en ai l'intime conviction, il faut le faire maintenant et il faut le faire ensemble. Ce n'est pas le sort d'un gouvernement qui se joue, c'est un enjeu national qui est en cause. Je vous demande donc, je demande à notre majorité de m'apporter son soutien sans état d'âme et sans arrière-pensée. Voilà, Monsieur Barrot, bonsoir. Bonsoir. C'est une dure journée pour vous qui avez préparé ce plan qui a été présenté aujourd'hui. Avant les remarques générales que vous pourriez faire, je voudrais en venir tout d'abord à un aspect qui nous touche de près, nous, patients, malades potentiels, c'est l'affaire du carnet médical. Ce carnet médical, si j'ai bien compris, il va être obligatoire et nous serons suivis par un seul médecin, nous n'aurons plus d'autres possibilités que cela? Non, il ne s'agit pas de remettre en cause la liberté de choix du médecin. Il s'agit simplement de guider, en quelque sorte, l'assuré social dans le système de soins et d'éviter qu'il n'aille d'un médecin à l'autre, refaisant des analyses. Il s'agit d'éviter des abus. Mais avant que je réponde à votre question, laissez-moi dire un petit mot de ce que j'ai ressenti ce soir à l'Assemblée. En écoutant Alain Juppé et en voyant la manière dont les parlementaires ont réagi, je me disais, là où est le courage, là naît la confiance. Et Simone Veil est là. Si le régime de retraite, aujourd'hui, suscite à nouveau une confiance, c'est parce qu'elle a pris des mesures difficiles, courageuses. Eh bien, moi je dis que là où est le courage, là naît la confiance. Ceci étant dit, pour les Français... Quant à mon carnet, alors est-ce que je vais obligatoirement me présenter avec mon carnet? Pour les Français, c'est pas un bouleversement. C'est simplement la volonté de mettre fin à un certain nombre d'abus que nous connaissons tous les uns et les autres. Parfois, nous avons tendance à penser qu'il n'y a que le voisin qui le commet, cet abus. Et puis nous le commettons nous aussi un peu. Et le carnet de suivi médical permet justement, par exemple, de passer de son médecin à l'hôpital, nous y allons de temps en temps, sans avoir à recommencer l'ensemble des analyses. Et puis, je dirais que c'est la manière d'être bien soigné. Parce qu'être bien soigné, ce n'est pas recevoir sans cesse des ordonnances qui s'empilent les unes sur les autres. C'est aussi d'avoir en effet quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire. Monsieur Barrot, cet après-midi, Monsieur Juppé a beaucoup basé son discours sur la responsabilité à la fois de ceux qui auront à surveiller les caisses, des médecins et même des malades. Ça veut dire que vous comptez beaucoup sur, soyons simples, sur le civisme des Français. Ça veut dire quelque chose de plus précis. Ça veut dire que désormais, on a clarifié les responsabilités. Le Parlement, par exemple, il débattait, mais il ne votait jamais, il ne tranchait jamais. Eh bien, il va maintenant faire partie de cette chaîne des décisions. Et puis, il y aura toujours les partenaires sociaux, mais il y aura un lien entre l'enveloppe nationale fixée par le Parlement et puis ce qui se passe dans les régions. Il y aura des liens entre les directeurs des caisses primaires et le directeur de la caisse nationale. Tout ça pour pouvoir guider le système, pour éviter que sur le plan régional, on dérape sans s'en apercevoir. Il va y avoir donc une chaîne de responsabilités claire et puis des règles du jeu qui évitent en effet tous ces abus qui nous ont amenés vers les déficits. Alors vous l'avez entendu, les retraités qui étaient interrogés tout à l'heure comprenaient d'une certaine façon ces augmentations, mais ils regrettaient tout de même qu'après avoir cotisé toute leur existence de travail, ils aient encore à le faire aujourd'hui et que cette cotisation soit augmentée. Les retraités, ils ne cotisent plus bien sûr pour la retraite, heureusement. Ils l'ont gagnée cette retraite. Et à la fin de la guerre, ils avaient des retraites tellement faibles qu'on leur avait dit, bon, pour l'assurance maladie, ça n'est pas
normal que vous payiez. Mais maintenant, les retraites ont rejoint, pour certaines d'entre elles, pour la majorité d'entre elles, les revenus des actifs. Pourquoi voulez-vous qu'on continue à demander à un actif, pour le même revenu, pour le même niveau de revenu, 1,4%, et puis pour l'actif 6,8%, et puis pour le retraité 1,4%. Il y a bien quelque chose qui n'était pas tout à fait juste. Alors je sais bien que pour les retraités c'est un effort, mais je suis convaincu qu'ils ont tous une âme de grand-père et de grand-mère, et qu'ils savent qu'il n'est pas normal que le petit-fils qui va travailler au SMIC, paye 6,8 et que ne paye que 1,4. Donc je suis convaincu qu'ils auront l'esprit de solidarité. Bien, on se retrouve dans un instant car nous allons interroger Madame Veil et nous avons Monsieur Marc Blondel qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous, vous l'imaginez. Mais avant cela, après le discours de Monsieur Juppé cet après-midi, je voudrais que nous écoutions maintenant les réactions dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Roland Sicard, Frédéric Delarue. En passant dans les couloirs, Alain Juppé a dû s'en rendre compte, aujourd'hui ça allait bien. Bravo, Alain. Dans l'hémicycle, archi-comble, le Premier ministre avait dû avoir la même impression. La majorité debout pour l'applaudir, c'est bien le signe que le courant est passé. Et si Alain Juppé avait pu entendre toutes les déclarations faites après son discours, alors il n'aurait plus eu de doute. Cet après-midi, la droite, toute la droite, a apprécié son discours. J'en approuve l'essentiel. Et j'y ai retrouvé bien des préoccupations qui sont les miennes. Voilà enfin un gouvernement qui s'attaque aux vraies causes du déficit de la sécurité sociale. On a eu un homme qui connaît son dossier, qui a été au fond des choses, qui a parlé avec son cœur et qui a fait de la politique parce qu'il a été courageux. C'est courageux et comme il l'a dit, on n'avait rien fait depuis un certain nombre de décennies, lui il l'a fait. La majorité qui fait bloc, c'est donc dans l'opposition que se sont concentrées les critiques. Une opposition qui ne rejette pas tout, mais qui monte tout de même au créneau. Je suis opposé à la manière dont le Premier ministre veut faire porter l'effort sur les uns et sur les autres. Là-dessus, je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire pour améliorer la copie du Premier ministre. Ça va coûter cher aux Français, je persiste à dire que nous allons aller vers une diminution de la consommation, une augmentation du chômage et par conséquent encore plus de difficultés pour la sécurité sociale. En tout cas, pour Alain Juppé, l'objectif est atteint, sa majorité est ressoudée, sa réforme de la protection sociale va pouvoir être mise en œuvre. Le Premier ministre attendait un électrochoc pour rebondir. Ce soir, beaucoup de ses amis l'affirment, il l'a peut-être trouvé. Dernière réaction, Madame Simone Veil, vous aviez en charge des affaires sociales, Monsieur Barrot le disait tout à l'heure. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a continué ce que vous aviez entrepris ? C'est-à-dire que je crois que nous avons mis en place beaucoup d'instruments qui aujourd'hui sont utilisés dans une réforme qui va plus loin, qui est plus ambitieuse, qui vraiment réforme les structures, et je dois dire que je voudrais en féliciter ici Jacques Barrot. Quel est l'aspect le plus important pour vous ? Le plus important, comme l'a souligné Jacques Barrot, c'est la clarification des responsabilités, puisque maintenant le Parlement, grâce à une réforme constitutionnelle, votera, et je crois que c'est très important, l'évolution des dépenses. Il y aura donc une possibilité de contrôle parlementaire qui n'existait pas, et s'il y a une augmentation, puisque les gens ont l'air de douter de l'efficacité, s'il y a une augmentation, le gouvernement devra rendre des comptes, il y aura des sanctions qui seront prises. Ensuite, des sanctions aussi contre les médecins qui n'auront pas respecté les objectifs qui leur sont fixés avec des ajustements de rémunération. Il y a donc les outils, à la fois les responsabilités sont définies et des outils qui permettent d'appliquer réellement les décisions. Et je crois que c'est très très important. Je crois que c'est important aussi qu'en fait le paritarisme soit enfin éclairci, c'est-à-dire que le paritarisme c'est la répartition des pouvoirs entre l'État et les syndicats. Ça veut dire qu'en fait les représentants, les partenaires sociaux seront amenés à intervenir dans la gestion, mais que toutes les décisions reviendront au gouvernement et sous le contrôle du Parlement. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important et je crois qu'il faut s'en féliciter. J'ajouterais que, contrairement à ce qui a été dit par M. Bartolone, l'effort est parfaitement réparti, très équitablement, et je trouve que, pour une fois, les socialistes pourraient peut-être sur un sujet aussi important ne pas polémiquer et trouver qu'on va dans le bon sens, parce qu'au fond, c'est ce qu'ils ont cherché à faire et qu'ils ne sont pas arrivés à faire. Alors, on va maintenant entendre d'autres réactions, celles des syndicats. D'ores et déjà, la CGT appelle à une journée de lutte le 28 novembre prochain, date à laquelle d'ailleurs Force ouvrière avait déjà appelé à une grève interprofessionnelle. Réaction syndicale, donc en commençant par le patronat, le CNPF. Monsieur Gandois. Nous apprécions
que les déficits soient essentiellement réduits par des économies sur les dépenses. Aussi, malgré les charges qui, à court terme, vont peser sur tous, le patronat jouera tout son rôle pour que cette réforme soit mise en œuvre avec rapidité et vigueur. Pour le remboursement de la dette et pour la modification de la CSG, 65 milliards supplémentaires vont être ponctionnés sur les assurés sociaux, c'est-à-dire les salariés, les retraités, les chômeurs. Pour nous, il n'y a qu'une seule réponse, ça n'est pas acceptable. Et nous sommes persuadés que les assurés sociaux entendront notre appel et créeront les conditions avec nous pour faire, par exemple, de la journée du 28 novembre, une puissante journée de lutte avec toutes les organisations syndicales. En tout cas, nous allons y travailler. Nous restons vigilants, nous restons déterminés, nous ne levons pas le pied, nous ne donnons pas de chèque en blanc au gouvernement, nous ne lui faisons pas confiance a priori. Aujourd'hui, il a pris une bonne direction. Il faut qu'il maintienne le cap, il faut qu'il le garde. Comptons et comptez sur la CFDT pour l'y pousser. Dernière réaction, celle de M. Marc Blondel de Force ouvrière, qui va participer ce soir à la marche du siècle, consacrée justement à cette réforme de la sécurité sociale. Alors, M. Blondel, d'abord, votre appréciation, disons, d'ensemble. Oh, terrible. Une révolution absolument exceptionnelle. L'État est en train de voler, faire main basse sur la sécurité sociale. C'est effectivement quelque chose de très important. Je précise simplement que les parlementaires ont discuté de l'argent, notre argent, celui des cotisations sociales. C'est la première fois dans l'histoire. Généralement, ils parlaient de l'affectation de l'impôt. Eh bien, ce soir, on a décidé une fois pour toutes que la sécurité sociale obéirait aux orientations du Parlement. Alors, je ne suis pas sûr que ça correspond au désir des citoyens et des assujettis de la sécurité sociale. Monsieur Blondel, il y a autre chose qui doit vous irriter, c'est la surveillance, disons, plus étroite du fonctionnement des caisses qui jusqu'à présent étaient, disons, un face-à-face entre partenaires sociaux, patronat, syndicats de l'autre, sans intervention de l'État. Ah ben c'est la logique, c'est, je dirais, la deuxième étape. Maintenant, nous allons avoir un conseil de surveillance avec les députés et maintenant, nous allons avoir des conseils tripartites. Comme l'a fait justement remarquer Madame Veil, ça veut dire que c'est l'État qui décidera. Nous serons, en quelque sorte, l'élément subsidiaire de la décision de l'État. Je trouve que c'est une orientation nouvelle, mais ce n'était pas dans les traditions de notre démocratie française. C'est une véritable petite révolution. Ça mérite d'être regardé dans le détail et sera des conséquences. J'ajoute au passage que dans le discours très important de M. le Premier ministre, il est fait état de la remise en cause notamment des pensions pour les fonctionnaires. Or, les pensions pour les fonctionnaires, si on les transforme en retraite, on remet en cause le statut de la fonction publique. On remet en cause le statut des fonctionnaires. Je suis sûr que ceux-ci sauront répondre à cette provocation. Alors, Monsieur Blondel, Monsieur Barrot n'est pas d'accord avec vous, il va vous le dire dans un instant. Dernière chose, les cotisations en retraite prolongées à 40 ans d'annuité pour les fonctionnaires, comme dans le privé d'ailleurs, contre 37 ans et demi jusqu'à présent. Vous avez fait remarquer tout à l'heure que lorsqu'on l'a imposé pour le secteur privé, on a mis 5 ans pour réussir. Ça veut dire que nous n'étions pas très heureux. On va le faire pour les fonctionnaires et si je suis bien renseigné, ça ne va d'ailleurs pas remporter grand-chose. Mais le problème peut se poser de savoir si en ce moment où en principe on devrait avoir comme souci premier l'emploi, eh bien c'est en faisant travailler les gens le plus longtemps possible qu'on dégagera les emplois. Corrélativement, on va faire 40 milliards pour la CE. Corrélativement, on va faire aussi des incitations diverses pour le patronat. Je comprends d'ailleurs que celui-ci soit satisfait. Et nous allons mettre 40 ans pour avoir une retraite à peu près pleine. Ce qui veut dire que les jeunes qui rentreront dans le marché du travail maintenant à 25 ans, il n'y en a pas beaucoup qui auront une retraite qui sera totale. Alors, Monsieur Blondel, réaction de Monsieur Barrot. D'abord deux choses. La première, avec tout le respect que je porte à Marc Blondel, je veux lui dire qu'il faut qu'il relise le discours d'Alain Juppé. Il n'est pas question de remettre en cause les droits des fonctionnaires. Il s'agit simplement de faire une opération clarté entre les différents régimes de retraite des Français. Mais c'est logique, c'est ce qui nous permettra de ne pas nous chamailler à la française, mais d'arriver à voir un petit peu comment il peut y avoir une égalité de tous devant la retraite. Et je crois que les fonctionnaires y ont intérêt. Alors je lui dis très simplement et très amicalement. Deuxièmement, je ne crois pas que nous allions vers l'étatisation. Je n'aurais pas été partisan de l'étatisation, mais je crois que dans la France d'aujourd'hui, de la sécurité sociale, je crois que dans la France d'aujourd'hui, il faut combiner
la démocratie sociale, disons le rôle très important des partenaires sociaux, et puis le rôle des représentants politiques élus démocratiquement. Il faut le composer, il faut l'articuler. Et je crois que ce n'est pas étatisé que d'essayer d'articuler ces deux pouvoirs. Bien. En tout cas, M. Blondel, oui. Oui, quand même. Oui, je vous en prie. Page 2 du discours de M. le Premier ministre. Au nom de la justice, nous engagerons la réforme des régimes spéciaux de retraités. Il s'agira de préciser les mesures nécessaires à l'équilibre des régimes et notamment des modalités d'allongement de 37 ans et demi à 40 ans. Ensuite, il s'agira en second lieu de prévoir la création d'une caisse de retraite des agents de la fonction publique de l'État. Ça, c'est la privatisation en quelque sorte de la retraite des fonctionnaires. Ça veut dire très exactement la remise en cause du statut. Monsieur Barrot le sait très bien. Mais j'ajouterais... Permettez-moi un mot, s'il vous plaît, oui, monsieur je vous en le prie. ministre. Parce que, oui, là, dans cette déclaration, ce qu'on a simplement oublié, c'est que la sécurité sociale en général souffrait du chômage et non l'inverse. On la rend responsable du chômage quand en fait c'est parce qu'il y a beaucoup de chômeurs qu'elle a des difficultés. Mais ça a été complètement Merci Monsieur Blondel, vous pourrez continuer cette discussion tout à l'heure puisque vous participez tous les deux à la marche du siècle sur une autre chaîne de France Télévisions, la 3e chaîne. Un mot peut-être Monsieur Barrot simplement? Non, j'ajouterais simplement que en matière de retraite, il faut quand même que nous essayons d'aller vers une égalité d'accès, mais il s'agit de condamner personne. Et quant à la santé, je veux revenir sur ce carnet de suivi médical. C'est tout simplement un moyen, encore une fois, de permettre à chaque médecin et à chaque malade d'établir cette relation de confiance et de responsabilité qui fait partie du contrat avec la sécurité sociale. Je veux dire un mot simplement pour le dossier médical qui a déjà été instauré pour les personnes âgées atteintes de plusieurs pathologies. L'idée, c'est que pour pouvoir être remboursé, il faudra avoir présenté le dossier médical. Oui. C'est que comme les patients n'aiment jamais que leur propre médecin voit qu'ils ont été voir quelqu'un d'autre, ou bien ils ne seront pas remboursés s'ils vont voir quelqu'un d'autre, ou bien ils n'iront pas. Bien, merci beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir éclairés sur cette réforme dont nous aurons largement l'occasion de reparler. Les autres titres de l'actualité. Le ministre de l'Éducation, M. Bayrou, assure aujourd'hui que son plan d'urgence toucherait tous les établissements en difficulté. Pour l'instant, les problèmes, disons, se règlent au cas par cas. L'Université d'Orléans a reçu l'assurance aujourd'hui d'une nouvelle dotation financière, 1 million donc, dès aujourd'hui. Marie-Pierre Farkas à l'INSA. Orléans, un campus paysager pour 17 700 étudiants. Des bâtiments neufs, mais pas de crédit pour les faire fonctionner. Le président de cette fac pauvre a obtenu lundi une enveloppe d'urgence au ministère. Il est rentré tout fier dans son université. Le fait de donner une enveloppe permet, c'est vrai que c'est un secours ponctuel, mais particulièrement utile pour les universités qui ont des difficultés comme la mienne. Ça c'est une chose, mais je crois qu'à partir de là, il est important qu'il y ait, je crois, un dialogue au plus proche avec le ministère sur l'évolution des universités, leurs problèmes, leurs besoins. À la mi-journée, le président reconnaît qu'il a eu du mal à faire comprendre aux étudiants qu'1 million de francs, c'était providentiel. Mais aujourd'hui, mercredi, 14h, ce qu'on veut, c'est les revendications de départ. C'est-à-dire qu'il manque 14 millions jusqu'en décembre pour finir l'année. C'est-à-dire qu'il manque 260 postes, postes enseignants. C'est-à-dire qu'il manque 200 postes IATOS. Prévus. En théorie, et qui n'ont toujours pas été... En plus, hein, c'est des trucs qui nous devaient être 17 voix contre, 13 pour, 5 abstentions. Le mouvement se poursuit donc. 14h30, les enseignants annoncent en Assemblée Générale que non plus ne sont pas satisfaits, qu'ils ne reprendront pas les cours avant vendredi. 16h, un millier de manifestants réclament un franc symbolique au péage, histoire de poursuivre leurs études, et précisent aux usagers que le malaise étudiant n'est pas simplement une question d'argent. J'ajoute à cela que ce soir, les étudiants de Paris 8 Saint-Denis appellent à une grève illimitée et que le second degré, c'est-à-dire les lycées, appellent à se joindre aux supérieurs pour une journée d'action le mardi 21 novembre prochain. Le père d'un des 2 pilotes abattus au-dessus de la Bosnie en août dernier, le lieutenant Souvigné, s'adresse à l'opinion publique afin qu'on n'oublie pas son fils, ni son camarade d'ailleurs, le capitaine Chifo. Christophe Tortora, Vincent Guyenne. Depuis le 30 août, depuis que leur Mirage a été abattu au-dessus de la Bosnie, on ne sait pas ce que sont devenus le capitaine Frédéric Chifo et le lieutenant José Souvigné. Opération militaire, mission diplomatique, médiation du Comité international de la Croix-Rouge, rien n'y fait. Les Serbes de Bosnie ont reconnu avoir capturé les 2 aviateurs, mais affirment que des inconnus les ont enlevés par la suite. Des nouvelles qui n'en sont pas vraiment.
Le père du lieutenant Souvigné, comme les autres parents, attend toujours et s'impatiente. Aujourd'hui, on est très inquiets. Des pilotes, enfin des officiers qui sont tombés en Yougoslavie, quoi. Vous avez eu des nouvelles de votre fils depuis 75 jours maintenant? Aucune nouvelle. Ni les militaires, ni le gouvernement, personne? C'est-à-dire qu'on ne les contacte pas. Si on voulait, on pourrait peut-être. Mais eux, est-ce qu'ils vous contactent? Non. Et vous trouvez ça normal? Non, c'est-à-dire de toute façon, ils ne savent pas où ils sont, là. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Très délicatement, sans nouvelles, et puis sans savoir où ils se trouvent. Par l'intermédiaire de l'Est républicain qui les soutient, les deux familles ont reçu à ce jour plus de 47 000 témoignages de soutien. Mais ce sont des nouvelles de leurs enfants qu'elles préféreraient lire. La politique maintenant avec ce titre communiste, La Mutation. Le secrétaire général du PC français, M. Robert Rue, présentait aujourd'hui son livre édité chez Stock, Signe de mutation supplémentaire. La présentation avait lieu dans un grand magasin parisien. Françoise David, Michel Gianoulatos. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Robert Rue. Entre les piles des derniers prix littéraires et les livres pour enfants, un homme politique qui dédicace son dernier ouvrage. Signe particulier, l'auteur et le secrétaire général du PC, son livre s'intitule Communisme, la mutation. Signe des temps peut-être, pour la première fois, un dirigeant communiste rencontre ses lecteurs dans un grand magasin, longtemps considéré comme le symbole du capitalisme. C'est nouveau et c'est une excellente initiative. En tous les cas, ça élargira l'audience et je crois que c'est ce qui est nécessaire en ce moment. Pour vous, c'est plutôt les grands magasins qui se mettent à la page plutôt que le Parti communiste? Moi, je pense que c'est autant les grands magasins que le Parti communiste. Et entre deux signatures, quelques conseils à la jeune génération. Voilà. Allez, merci Robert. Allez, et puis il faut encore bien travailler pour y arriver. Puis après, il faut continuer. De nombreux anciens communistes qui disent ce regard nouveau sur le Parti communiste, sur la façon dont il avance aujourd'hui avec sa politique nouvelle, cette mutation qu'il est bien décidé d'entreprendre, ça nous intéresse. Après cette séance inédite, Robert Rue renouera avec la tradition. De nombreuses réunions autour de son livre sont prévues, mais en des lieux plus militants. L'actualité internationale, l'arrestation en Israël aujourd'hui d'une étudiante qui serait un membre important du complot contre le Premier ministre, M. Yitzhak Rabin. Par ailleurs, ce soir, M. Shimon Peres a été officiellement chargé de former un nouveau gouvernement. En Espagne, jusqu'à présent, seul le Premier ministre, M. Felipe González, était aux prises avec des scandales financiers au sein de son gouvernement. Aujourd'hui, c'est le roi lui-même qui est directement visé. Dorothée Olyric, Pascal Stelletta. À l'heure de l'apéritif, les bars de la Place Amayor sont toujours très fréquentés. Aujourd'hui, un seul sujet de conversation, le chantage visant le roi Juan Carlos. Il y a bien quelques détracteurs, mais surtout beaucoup d'adorateurs. Le roi, c'est la meilleure personne de toute l'Espagne. Le problème, c'est son entourage, ceux qui prennent le pognon. Est-ce que vous pensez que cela peut porter préjudice à l'image du roi ? Oui, bien sûr, dans ces histoires, il reste toujours quelque chose. On peut dire qu'il est innocent, mais peut-être qu'il ne l'est pas. Il y a un doute. C'est vrai, il y a toujours la possibilité qu'il soit coupable de quelque chose, mais ça, on ne le saura jamais. C'est par Isabelle et son mari José que le scandale est arrivé. Dans leur livre « Le pillage de l'Espagne », ils ont rendu public la tentative de chantage faite par les deux ex-financiers milliardaires, jadis cités comme exemple sous le gouvernement socialiste, Javier de la Rosa et Mario Condé. Ces deux hommes prétendent disposer de preuves suffisantes impliquant l'entourage du roi pour contraindre le monarque à abdiquer. Une sombre histoire de pot de vin qui se chiffre tout de même à 500 millions de francs. Depuis plusieurs jours, Isabelle fait la une de tous les journaux. À la radio, elle s'explique. Depuis le début, nous, on tient à dire que le roi n'a pas cédé à ce chantage. C'est vrai, les financiers ont tenté de faire pression, mais l'image du roi, pour nous, n'a pas été salie dans cette affaire Javier de la Rosa. Depuis des mois, les scandales financiers éclaboussent le gouvernement socialiste espagnol. Mais c'est la première fois que le nom de Juan Carlos y est mêlé. Et même si le monarque est victime d'un complot politique, le mal est fait et le doute maintenant existe. Je reviens un instant à la politique intérieure française. Après l'annonce de la réforme de la sécurité sociale, et bien à l'instant même, les 7 fédérations de fonctionnaires viennent d'appeler, c'est encore officieux, mais de sources bien informées, à une grève le 24 novembre prochain.
Spécial Algérie, comme promis dans les titres, à la veille du premier tour de l'élection présidentielle en Algérie, demain 16 millions sur les 28 millions d'Algériens sont appelés à voter pour élire un président de la République. C'est le premier scrutin de ce genre depuis 1962, depuis l'indépendance en fait. Demain, il ne s'agira pas d'élire un candidat unique, mais le choix est offert entre 4 prétendants. À la veille de cette consultation, menacée, vous le savez, par les intégristes qui appellent au boycott, les Algériens prennent leurs précautions. Thierry Tuillier, Hervé Brusini, Bruno Giraudot. Depuis ce matin, à Alger, les barrages sont plus nombreux. Les fouilles de véhicules à la recherche d'armes ou d'explosifs, plus systématiques. Gendarmes et policiers opèrent le plus souvent ensemble. 50 000 réservistes ont même été rappelés. Avec une mission, assurer le bon déroulement des opérations de vote qui doivent commencer demain. En dépit des rumeurs, les boutiques d'alimentation sont ouvertes, les files d'attente pas beaucoup plus longues qu'à l'habitude. Bref, l'apparence d'une vie normale. On stocke d'autres aliments, mais pas le pain, nous dit cet Algérois. La famille est nombreuse, voilà pourquoi on en achète beaucoup. Dans les stations-service, en revanche, les véhicules sont plus nombreux qu'à l'accoutumée. On fait le plein par précaution, on ne sait jamais. On vient chercher du mazout, parce que personne ne sait ce qui va se passer demain. C'est le bon Dieu seul qui le sait. Alger ne vit donc pas dans la peur d'un déchaînement de violence. Mais ici, l'habitude conduit à se préparer à tout, y compris au pire. Les Algériens vivant en France ont encore voté aujourd'hui. Ils continueront demain toute la journée. Et en Algérie, le dispositif électoral de cette première élection à caractère démocratique, même s'il est contesté par certains, est véritablement bien mis en place. Et le scrutin sera surveillé d'ailleurs par des observateurs des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine. Bruno Ledreff. Il se sent bien seul, le gardien de la mairie de Bir Kadem, dans la banlieue d'Alger. Et pour cause, le bâtiment n'est plus utilisable depuis que l'explosion d'une voiture piégée l'a ravagé le 4 septembre dernier. Désormais surveillés de près par les forces de l'ordre, les différents services de l'hôtel de ville se sont installés dans des locaux provisoires. À la veille du scrutin présidentiel, priorité a été donnée aux services électoraux. Les attentats ne doivent pas gêner une population qui, on nous l'assure, désire massivement voter. L'an passé, nous avons enregistré 451 nouvelles inscriptions durant toute l'année. Cette année, ce chiffre a été doublé, a été multiplié par 10, puisque nous avons enregistré 4168 nouvelles inscriptions. Et on fait tout pour encourager le vote. Cette jeune femme a été embauchée pour apporter leur carte d'électeur à ceux qui ne sont pas venus la chercher. Une activité dangereuse qui justifie qu'elle souhaite garder l'anonymat. Elle se déplace seule, à pied, dans une cité où les opposants à ce scrutin sont très influents. Dès que je sors de la mairie, j'ai peur. Et en plus, je marche seule. Les gens que je vais voir, ils ont peur aussi. C'est mon travail, premièrement. Ou deuxièmement, pour l'Algérie. Moi, je pense qu'il faut aller voter pour arrêter toute cette violence. C'est tout. Symbole de l'Algérie déchirée, cette femme risque sa vie pour que cette élection soit un succès. D'autres sont prêts à la perdre car ils n'y voient que de faux espoirs. Fini donc, je le disais tout à l'heure, la candidature unique du FLN à l'élection du chef de l'État. Demain, il y aura 4 candidats en lice, dont l'actuel chef de l'État, le général Liamine Zeroual. Bruno Ledreff. Chef de l'État en fonction, Liamine Zeroual, 54 ans, n'a pas été élu à ce poste, mais nommé le 30 janvier 1994 par le Haut Conseil de sécurité. C'est donc une légitimité populaire qu'il recherche à travers cette élection. Considéré comme le favori du scrutin, cet ancien général s'est prononcé pour un dialogue avec toutes les sensibilités, tout en réaffirmant sa détermination à éradiquer les groupes armés. Mahfoud Narnar, 53 ans, est un religieux. Avec son parti, le Hamas, proche des frères musulmans égyptiens, il affecte de prôner ce qu'on appelle en Occident un islam modéré et assure qu'avec lui, l'Algérie ne vivra pas sous l'étroit contrôle de la charia, la loi islamique. Il dit sa volonté de réhabiliter le fils et d'engager le dialogue avec les extrémistes. Militant de la cause islamiste depuis toujours, il a connu la prison sous la présidence de Ouari Boumedienne. Au premier tour de 1991, son parti a obtenu 4,71% des voix. Comme Narnar, Saïd Sadi, 48 ans, a connu la prison. Il militait alors pour la cause berbère.
Il y côtoya les fondateurs du FIS, Madani et Benhadj, qui sont devenus ses principaux ennemis politiques. Sadi, avec son mouvement, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, est en effet le seul des 4 candidats à prôner une rupture radicale avec les islamistes. Partisan de la démocratie et de la laïcité, son parti avait obtenu 2,56% des voix en 1991. Le moins connu des 4 candidats, Nordin Boukrou, 45 ans, milite pour une symbiose entre islam et modernité. Ancien fonctionnaire, il s'est engagé dans l'islam politique après avoir rencontré l'ayatollah Khomeini à Téhéran en 1970. Son parti algérien du renouveau a obtenu 0,84% des suffrages en 1991. Élection sur fond de violence et même de guerre civile. Il ne se passe pratiquement pas une journée en Algérie sans qu'une bombe explose, qu'un homme politique, un journaliste, un intellectuel ne soit assassiné. Mais les femmes et les hommes de la rue payent aussi un tribut très cher à cette vague de violence. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à visiter les cimetières. Thierry Tulier, Bruno Giraudon, Gianel Tari. Alignées et récemment creusées, les tombes des bannis. Ils sont parfois très jeunes. Omar avait 19 ans. Ces morts-là ont été ensevelis à l'écart, au bout du cimetière, tout près de la prison, et pour toute épitaphe, ont reçu un numéro. C'est l'État qui les a enterrés. Ce sont ce qu'on appelle ici des terroristes, des islamistes et les autres, tous tués par les forces de sécurité. Ils m'ont pris mes 3 enfants. Le dernier n'avait que 14 ans. Ils n'ont rien fait. Dans le même cimetière, voisines mais si différentes, les pierres tombales des victimes des assassinats attribués aux islamistes. Il y a là des hommes politiques, des intellectuels, des policiers et des gendarmes. Parmi eux, beaucoup de jeunes. Personne qui peut, personne qui voit, personne qui dit, personne qui dit. Ce père a perdu ses 2 fils. L'un des 2 était policier, l'autre est tombé sous les balles d'inconnus. Personne ne lui a rien dit sur les raisons de sa mort. En Algérie, la violence est aussi cachée. La famille Hamadi, elle, sait pourquoi un père et son fils ont été assassinés. Une famille d'anciens moudjahidines connue pour ses positions anti-islamistes est une cible pour les groupes armés. Malgré peut-être que c'est des Algériens qui ont tué mon père, mais il ne faut pas qu'il y ait avec la rancune. On ne doit pas être rancunier envers ceux qui nous ont fait du mal. Parce que quand même c'est des Algériens. Et bon, pardonnez peut-être, mais je vous dis c'est ça. On doit continuer à aimer ce pays. C'est ça. Oui, et à cet instant du journal, je me dois quand même de vous signaler que nous voulions vous présenter cette page spéciale en direct d'Alger, mais que cela n'a pas été possible du fait des autorités algériennes qui ont, c'est le mot qui convient, censuré cette diffusion. Poursuivons. Les femmes algériennes se sont massivement impliquées dans cette campagne présidentielle. Il y a toutes celles qui sentent leur statut d'égalité avec l'homme pour le moins menacé, si ce n'est déjà entamé. Nous avons tous en tête les menaces des intégristes à l'encontre, par exemple, de l'athlète femme Hassiba Boulmerka, à qui il était reproché d'apparaître en tenue de sportive. Cela dit, il existe aussi des femmes opposées à ce vote. L'une de nos équipes a rencontré l'une d'entre elles. Françoise Joly. Aujourd'hui, se lever le matin, aller faire ses courses, s'occuper de ses enfants, aller travailler, aller étudier, c'est faire preuve de courage. Aujourd'hui, vivre, c'est une preuve de courage. Vivre normalement, ne pas sombrer dans la dépression, ne pas fuir, ne pas abandonner complètement, ne pas sombrer dans la folie, c'est une preuve de courage. Je crois que effectivement les femmes luttent, d'autant qu'elles ont beaucoup à perdre. Et Salima Rezali sait de quoi elle parle. Une des seules femmes rédactrices en chef d'un hebdomadaire à Alger, elle vit pratiquement dans la clandestinité depuis plus d'1 an pour des raisons de sécurité. Il y a 48 heures, son journal La Nation a été saisi par les autorités algériennes. La 3e fois en 1 mois.
un journal et une femme qui dérangent. Trop indépendante, trop critique, elle a choisi de boycotter l'élection présidentielle et dénonce la violence des politiques de tous bords. La grosse supercherie très souvent des hommes politiques, la grosse supercherie qu'ils servent au peuple, femmes et hommes et enfants et intellectuels et autres, c'est qu'il est possible d'appeler à la guerre et d'en attendre autre chose que du sang, que de l'horreur et que de la barbarie. C'est pour ça que mon principe premier, c'est de se battre pour la paix. Quand Salima Razali parle de paix, elle a conscience que beaucoup de femmes, comme cette journaliste assassinée à la sortie de son domicile, sont mortes pour avoir refusé de se taire. Alors résister à la violence en Algérie, c'est aussi parfois pour toutes ces femmes, tout simplement, continuer à afficher une certaine coquetterie. Quant à celles qui portent le hijab, le voile islamique, elles sont peut-être un peu plus nombreuses, mais principalement dans les quartiers populaires où la pression islamiste est la plus forte. On saura demain avec le pourcentage de votants si les menaces des intégristes qui appellent au boycott ont porté. Mais déjà en Algérie, il y a un signe de leur échec provisoire. Ils avaient exigé la fermeture de toutes les écoles, sauf les écoles coraniques bien entendu. Et bien malgré les attentats et les assassinats d'enseignants, elles sont restées ouvertes. Bruno Ledreff. Même dans les lycées protégés des quartiers chics d'Alger, il est une question à laquelle on ne répond pas facilement. Je vais répondre à cette question. Je vais pas répondre à cette question. Ne faut-il pas être très courageux pour continuer à suivre les cours? La question est pourtant toute simple, la réponse également. Bah, j'ai peur. J'ai peur. Donc vous avez une appréhension chaque matin? Oui, chaque matin. Quand je vois une voiture, je me demande toujours là-bas si c'est pas un attentat qui se prépare. Je ne sens pas en sécurité parce que, vous savez, en Algérie, il y a... Et ce qui se passe? Ah oui. Et donc vous venez... Surtout les filles. Les filles voilées pour aller à l'école, ce fut le premier mot d'ordre des extrémistes islamiques. Puis ils voulurent interdire l'école laïque à tous. Par dizaines, par centaines, dans tout le pays, les bâtiments furent incendiés. Les enseignants menacés, leurs élèves aussi. Cela ne suffisait pas. Alors, l'an dernier, ils allèrent jusqu'à abattre une jeune lycéenne dans sa classe. Elle avait 15 ans. Mais tous ont résisté, enseignants comme élèves. Les classes mal équipées sont même souvent encore plus bondées qu'avant. Parfois plus de 50 élèves par classe, comme dans ce lycée d'Alger. À cela, il y a une raison. Cela tient au fait que l'établissement a reçu des élèves des établissements environnants qui ont été incendiés, détruits touchés par les événements. Tout le monde a peur. Mais ça doit pas. On est obligé de venir au lycée parce qu'on est obligé d'apprendre. Et puis, c'est ça, c'est la vie, peut-être que ça va passer. En attendant que ça passe, chaque jour, simplement en allant au lycée, 5 millions de jeunes Algériens disent non à la violence et à la mort. À travers ces reportages, Philippe Arouard, nous avons essayé de dresser le portrait de l'Algérie aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle. Il nous faut maintenant situer les enjeux et la valeur du scrutin de demain. Alors, il faut le dire et le répéter, c'est la première élection présidentielle en Algérie avec plusieurs candidats. La question qui se pose ce soir, cette élection sera-t-elle crédible ? Malgré la terreur et les appels au boycott, le taux de participation sera-t-il suffisant pour légitimer le scrutin? L'impressionnante mobilisation des Algériens de France n'est pas en soi une réponse suffisante. En Algérie même, la population vit depuis 4 ans dans la violence, les pressions, les intimidations. Aura-t-elle le courage de surmonter ses peurs? Si oui, elle pourrait marquer par son bulletin de vote son ras-le-bol face à une situation de plus en plus insupportable. Un indice prometteur, la campagne électorale a été un réel succès. Chacun des 4 candidats a pu s'exprimer devant bon nombre de leurs supporters sans problème majeur. Une autre question est de savoir si le candidat arrivé en tête ne sera pas suspecté de tricherie ou de manipulation, ce qui détruirait le bien fondé du processus électoral. Enfin, dernière question, le pouvoir sorti des urnes sera-t-il en mesure de conduire l'Algérie vers une voie démocratique et pacifique? C'est le pari, et comme tout pari, il comporte des risques.
Voilà donc la page spéciale Algérie que nous voulions vous présenter ce soir, la plus complète possible, malgré quelques empêchements de la part, je vous le disais tout à l'heure, des autorités algériennes. Dans quelques instants, la météo, puis le film. Quant à nous, on se retrouve demain soir à 20h. Bonne soirée sur notre chaîne. À demain.